bonsoir Diatta, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir Pape, et bonsoir à tout le monde. Bonsoir Diatta, bonsoir tout le monde, vous allez bien? Et bonsoir Poli. Bon, nous allons sans doute commencer. Donc, on avait donné deux sujets. Le premier sujet porte sur la responsabilité des acteurs de l'exécution de la loi des finances. Et le deuxième sujet porte sur la responsabilité des gestionnaires. Donc, ce soir, nous allons procéder par suivant l'ordre de l'affichage. Oui, M. Colli, pouvez-vous proposer quelque chose rapidement? Alors, bonsoir. Bonsoir, oui. Bon, j'ai fait un plan. OK. OK, le sujet est intitulé La responsabilité des acteurs de l'exécution de la loi des finances. Alors, j'ai dit, grand-on les responsabilités des ordinateurs, parce que les acteurs de l'exécution de la loi des finances sont composés des ordinateurs d'une part et d'autre part les comptables. En grand-on, j'ai dit d'abord la responsabilité d'abord des ordinateurs. A, la responsabilité des ordinateurs principaux. B, la responsabilité des autres ordinateurs, à savoir les ordinateurs secondaires et les ordinateurs délégués. Parce que les ordinateurs, il y en a de trois sortes, les ordinateurs principaux, les ordinateurs délégués et les ordinateurs secondaires. Les ordinateurs délégués sont en principe ce qu'on appelle les responsables de programme. C'est ça les responsables délégués. Plutôt les ordinateurs délégués, je veux dire. Maintenant, en grand 2, j'ai parlé à la responsabilité des comptables. A, le champ d'application de la responsabilité. Grand A, le champ d'application de la responsabilité. Grand B, les faits générateurs de la responsabilité. Parce que, concernant d'abord le A, alors, en parlant du champ d'application, c'est surtout au niveau des recettes et au niveau des dépenses, bien sûr. Il y a une certaine responsabilité des comptables au niveau des recettes. Il y a également une certaine responsabilité des comptables au niveau des dépenses. Également, les faits générateurs, c'est-à-dire de cette responsabilité, c'est en cas de non-recouvrement des recettes, ou bien en cas de dépenses, de paiement de dépenses irrégulières, ou bien en cas de manque de déficit de caisse. Si je peux développer un tout petit peu aussi par rapport au grand A, parce qu'au grand A de grand D, en parlant de champ d'application, par rapport aux recettes également, les comptables ont une certaine responsabilité, n'est-ce pas? Alors, oui, nous t'entendons bien, M. Colli. Poursuivez. OK. Je pense que j'ai un problème de... Bon, je vais essayer, j'ai un problème de connexion, je peux m'arrêter en attendant d'abord pour régler ça. Oui, j'ai un plan. Vous m'entendez? Voilà, maintenant en proposant, comme nous sommes... Nous vous entendons bien. Mais de votre présentation, dans les il ne suffit pas seulement de présenter juste le plan, mais vous pouvez éventuellement pour chaque point essayer en précis le fond et les différentes idées contenues dans les différents plans.
Oui, allô? Oui, Moussa Diata. Allô, oui. Oui, oui, je vous perçois bien. Est-ce que vous me percevez? Voilà. Oui, oui. Allô? Allô? Bon, c'est un problème de connexion, je pense. Oui, allez-y, parce que à mon niveau, les données mobiles. Je peux commencer? Monsieur Diop? Oui, Oui. D'accord. En grand 1. oui. Oui, grand 1, les responsabilités encourues par les agents d'exécution du budget. Vous m'entendez? Hmm? Oui, en grand A, la responsabilité des ordonnateurs. Mhm. Et là, il convient maintenant de cerner d'abord la responsabilité des ordonnateurs non politiques avant celle des ordonnateurs politiques. Donc, je reviens en grand 1. Monsieur Diata, vous m'entendez? Oui, Voilà, en grand 1. Je recommence. vous entends, je vous perçois. Oui. Grand 1, les responsabilités encourues par les agents d'exécution du budget. Grand A, d'abord, la responsabilité des ordonnateurs. Et là, je dis qu'il convient de cerner d'abord la responsabilité des ordonnateurs non politiques avant celle des ordonnateurs politiques. Pour la responsabilité des ordonnateurs politiques, ce sont des agents de l'État qui sont soumis au droit commun de la responsabilité. Ce sont des ordonnateurs secondaires et délégués. Il s'agit d'un régime de responsabilité sévère, contraignante pour ces agents. Je peux continuer? Oui, on vous entend, allez-y. Oui, monsieur Diouf, au niveau Oui. de la messagerie. Oui. Donc, j'étais au niveau des ordinateurs non politiques. Allô? Oui, poursuivez. D'accord. Pour la Poursuivez, responsabilité oui. des ordinateurs non politiques, il y a une responsabilité disciplinaire, pénale, financière et une responsabilité financière. Ensuite, pour les ordinateurs politiques, ce sont des ordinateurs principaux qui, au terme de l'article 76 de la directive relative aux lois des finances du 26 juin 2009, sont les présidents des institutions constitutionnelles et les membres du gouvernement. Leur responsabilité est avant tout politique, comme le détermine l'article 53 de la Constitution, en vertu duquel le gouvernement est responsable devant le président et devant l'Assemblée nationale. Cette responsabilité existe à titre individuel devant le président qui les nomme et met à leur fonction, conformément à l'article 49 de la Constitution. La responsabilité des membres du gouvernement peut être collective devant le Parlement, qui examine la loi des finances de l'année, loi des finances rectificatives, loi des règlements, etc. Les ministres encourent une responsabilité pénale devant la haute cour de justice. Le président est responsable en cas de haute trahison. Si la responsabilité des ordinateurs est parfois théorique en droit sénégalais, celle qui pèse sur les comptables est lourde. En grand B, la responsabilité des comptables et des régisseurs. Vous m'entendez? Voilà. Oui, Bon, ici, allez-y, poursuivez. j'ai mis ensemble ici en grand B la responsabilité du comptable et des régisseurs. Le comptable public est défini comme l'agent public ayant la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes de l'État ou d'un organisme public. Le champ d'application de la responsabilité des comptables est vaste. La responsabilité du comptable est présumée, alors que pour les autres agents, la responsabilité est établie sur la base d'une faute. Selon l'article 37 du décret 2020-978 portant sur le règlement général de la comptabilité publique, l'ouverture de la responsabilité des comptables est liée à l'existence d'un déficit de caisse ou d'un manquant en dernier ou en valeur. La responsabilité du comptable peut être engagée sous le fondement de la faute, d'une faute, dans le cadre sous le régisseur des recettes et d'avances. D'abord, c'est une responsabilité personnelle, individuelle et sans substitution de responsabilité. C'est une responsabilité pécuniaire. La responsabilité pécuniaire du comptable est mise en œuvre par un acte
de nature administrative ou débit administratif résultant d'un arrêté du ministre chargé des Finances ou pour un acte de nature juridictionnelle, débit juridictionnel relatif qui résulte d'un arrêt de la Cour des comptes. Maintenant, pour le grand 2, pardon, avant le grand 2, Oui, la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. Les régisseurs d'avance, le responsable est engagé en cas de paiement de dépenses sans autorisation, les régisseurs de recettes par défaut de recouvrement. Mais aussi, le comptable peut être ici tenu pour responsable pour gestion de fait. Ça aussi, c'est important à dire aussi. La responsabilité du comptable peut résulter de la gestion de fait. Bon, grand oui. une responsabilité difficile à mettre en œuvre. On se parle ici des atténuations. Oui, allez-y. Voilà, grand A, l'atténuation de la responsabilité des ordonnateurs. Pour les ordonnateurs politiques, la responsabilité politique et pénale n'est pratiquement jamais mise en jeu à cause des mobiles politiques devant la haute cour de justice. L'objection peut être faite avec la perte des chantiers de caisse. On note aussi une responsabilité atténuée des fonctionnaires ou des agents de l'État en matière disciplinaire. Les sanctions sont rares. En matière pénale, les dépassements des crédits ne seraient constitués pour un dépassement au sens pénal. La responsabilité civile pour le fonctionnaire, tout comme les ministres, les ministres comme les fonctionnaires ont des problèmes de remboursement. Tout ça, ce sont des problèmes donc, qui sont liés tout simplement à l'irresponsabilité des ordinateurs. Maintenant, grand B, atténuation de la responsabilité du comptable. La réglementation en vigueur prévoit des cas où le comptable peut bénéficier d'une décharge totale en cas de force majeure ou bien d'une remise gracieuse du ministre chargé des Finances, etc., etc. Bon, je me suis limité ici avec les deux parties, grand 1 et grand 2. Bon, ici, j'ai mis grand 2 avec une certaine appréciation. Bon, grand 2, une responsabilité difficile à mettre en œuvre. Et je parle ici des atténuations, tant pour les ordonnateurs que pour les comptables. Voilà, je vous remercie. Oui, merci, M. Diouf, pour votre exposé. Je pense que les autres peuvent notamment avoir des éléments d'observation par rapport à votre présentation qui a essentiellement consisté de présenter en première partie les différentes autorités ou les différents acteurs qui seraient soumis à la responsabilité de l'exécution de la loi des finances. Et à ce titre, vous avez rappelé les ordonnateurs principaux que vous qualifiez d'acteurs politiques et d'acteurs non politiques. Et en parlant d'acteurs non politiques, je fais référence aux comptables, aux régisseurs, etc. Et en deuxième partie, vous avez essayé d'atténuer les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ces acteurs-là. Vous avez parlé de la difficile mise en œuvre de la responsabilité des ordonnateurs principaux et également de celle des comptables publics. Donc, les autres, si vous avez des éléments d'appréciation par rapport à la présentation de M. Diouf, vous pouvez ainsi faire vos observations. Vous pouvez éventuellement, même si vous n'avez pas d'observation particulière à faire, ne serait-ce que présenter à votre niveau le plan que vous souhaiterez quand même proposer à soumettre aux échanges. Oui. Mais sinon, bon, des réactions par rapport à la présentation de M. Diouf.
Monsieur Diouf, bon, relativement aux atténuations, c'est vrai que vous avez essentiellement parlé au niveau des ordres. Vous avez parlé du mobile politique qui justifie le facteur explicatif qui serait à l'origine de la difficile mise en œuvre de la responsabilité des ordonnateurs principaux. Mais toujours dans le cas des atténuations, d'autant plus que toute votre deuxième partie porte sur les atténuations, comment caractérisez-vous cette dernière relativement au comptable public? En d'autres termes, dans quelles circonstances ou dans quelles conditions peut-on considérer qu'au niveau des comptables publics, il y a une forme d'atténuation de la responsabilité? Monsieur Dioufui, pouvez-vous donner plus d'éléments par rapport aux causes d'exonération? Bon, monsieur Diatta. Oui. Bon, c'est surtout du point de vue de la remise gracieuse accordée par le ministre chargé des Finances. Oui. Donc, la remise gracieuse pour le comptable, oui. Et là, d'après mes recherches, ça pose un peu de problème surtout pour la Cour des comptes, Oui. avec leur arrêté de débit. Et parfois, c'est comme si, en tout cas, bon, je n'ai pas dit que c'est annulé par le ministre chargé des Finances, mais le ministre chargé des Finances peut accorder une remise gracieuse aux comptables qui sont poursuivis par la Cour des comptes. Et je pense que la remise gracieuse n'est pas une décharge aussi de responsabilité, si je ne m'en trompe pas. Oui, ce qui est différent. Donc, d'une part, Voilà. vous parlez de remise gracieuse. Ouais. D'autre part, vous venez d'évoquer la décharge de responsabilité. Donc, considérez-vous que ces deux instruments, ces deux institutions représentent-elles une cause d'exonération ou, disons, une atténuation de la responsabilité du comptable? Oui, vous pouvez répéter la question? Oui, je disais par rapport, vous avez parlé de remise gracieuse et également de décharge de responsabilité. Mais avant d'en arriver là, peut-être qu'il serait important étant donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, le format maintenant, c'est plus d'insister sur les fonds, sur les questions de fonds, pour, à l'approche, voilà, s'assurer de l'appréhension correcte des différentes notions. Donc, quand on parle de remise gracieuse et de décharge de responsabilité, premièrement, vous essayez de déterminer la définition de chaque. Quelle différence y a-t-il entre remise gracieuse et décharge de responsabilité? Et en plus, maintenant, vous expliquez fondamentalement le pourquoi considérez-vous que la remise gracieuse et la décharge de responsabilité est une cause d'atténuation ou en tout cas une cause d'exonération de la responsabilité du comptable public. Maître Diatta, je ne suis pas spécialiste en la matière. Non, il est important maintenant, à l'approche, il faut vraiment qu'on commence à insister sur le fond. Voilà. Quand il s'agit d'approfondir maintenant, ça pose un peu de problème. Il faut qu'on commence à approfondir. On est à bientôt l'échéance. Mais je sens déjà qu'il y a déjà du fond, parce que en expliquant, on sent vraiment qu'il y a du fond, des recherches ont été faites. Bon, maintenant, c'est un effort supplémentaire qu'on vous demande pour nous expliquer. Moi, j'avais fait tellement d'efforts, en tout cas, pour voir les atténuations. Et développer la première partie, c'est plus facile de développer la deuxième partie, car bon, ça demande beaucoup de recherche. Mais je sais que oui, j'ai des obstacles, surtout avec des questions de fond, là, comme au niveau des débits, entre les débits juridictionnels et débits administratifs. Et parfois aussi, je vois, il y a même un article qu'un inspecteur du Trésor a fait sur la remise gracieuse, et pour dire que c'est une problématique maintenant, surtout pour la Cour des comptes. Bon, c'est un débat.
bon, j'avais l'article, mais je l'ai cherché, bon, mais je ne l'ai pas trouvé. Sinon, Oui. oui, sinon, j'aurais la possibilité d'approfondir au niveau des débats administratifs et les débats juridictionnels et la mise en, comment on l'appelle encore? Euh, la remise gracieuse pour le ministre chargé des Finances et aussi pour la décharge, oui, comme vous l'avez dit, aussi, que peut accorder le ministre chargé des Finances aussi. Mhm. Oui. Voilà, c'est bien entendu déjà. Bien certainement, les autres vont réagir à votre Voilà, très présentation. bien, Mais voilà. déjà, Voilà. tout à fait, félicitations pour l'effort de présentation, mais également de la pertinence de la démarche et également du contenu. Oui, les autres, vous pouvez réagir par rapport à la présentation Voilà. de éventuellement des questions. Voilà. Bon, j'allais dire, M. Diatta, pour revenir un tout petit peu, que les deux plans ont été présentés comme tel qu'on l'a observé. Je dois dire que mon plan est en tout cas moins riche que par rapport à celui de M. Diouf. Il a développé par rapport aux atténuations, ce que je n'ai pas fait. Donc, je dis Parfaitement. que son plan, quand même, nous montre qu'il y a eu des recherches qui ont été faites. Et c'est Effectivement. bien dans ce sens. Bon, peut-être là où il a dit les responsables, il a parlé des responsables politiques et des responsables non politiques. Vous voyez, c'est bien aussi. Mais je voudrais dire également les responsables politiques, ce n'est que les ministres et les présidents d'institutions constitutionnelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ordonnateurs principaux. Les autres maintenant, ce sont peut-être ce qu'on pourrait appeler des ordonnateurs subordonnés. Subordonnés, en ce sens que peut-être ils sont sous la tutelle des ministres et des présidents d'institutions constitutionnelles. Maintenant, peut-être là où ce serait intéressant, peut-être si vous pouvez nous approfondir par rapport aux atténuations, il y a ça, c'est quelque chose qui est à mon niveau qui est nouveau. Et ça mérite peut-être un peu approfondir. Et bien sûr, et je compte sur vous pour que ça soit approfondi, justement. Ah bon, ok. C'est pas facile, de toute façon. Là, on est vraiment au seuil du concours, donc voilà, il est temps qu'on commence à creuser, voilà. Oui, mais bon. Oui, les autres certainement vont répondre par rapport aux causes d'atténuation et certainement présenter des observations par rapport à ça. Oui, Diallo, oui, allez-y. Diallo, vous êtes là? Justin, bon retour. Oui, M. Diatta. Ça va? Oui, ça va bien, ça va. Ça va. Voilà. Effectivement, je reprends petit à petit mes activités et tout. C'est ça. J'avoue que je n'avais pas pu bien réfléchir un peu par rapport aux deux sujets, mais je suis quand même les présentations. Hein. Et, le plan présenté par M. Diouf, quand même, tout ce très intéressant. Tout à fait. Surtout la deuxième partie. Avec éventuellement, en tout cas, vraiment l'analyse qui va être dégagée à ce niveau, quoi. C'est-à-dire, ça permettrait de quitter un peu le champ descriptif pour aller plus vers donc, le champ de l'analyse. Parce que si on parle d'une responsabilité difficilement mise en œuvre, avec donc toutes les atténuations dont il a parlé tout à l'heure, ça me paraît quand même très intéressant. Bon, je voudrais aussi peut-être juste faire, mais ce serait un peu hors sujet, mais quand même aussi dans le cadre de la réflexion. En tout cas, pour ce qui concerne, juste par souci de, en fait, juste une comparaison, en ce qui concerne par exemple la France, en tout cas, ils vont vers un nouveau régime de responsabilité, aussi bien pour les gestionnaires que les comptables. Parfaitement. Et ça aussi, c'est quand même très intéressant
en termes bons. Mais maintenant, pour le cas du Sénégal, nous, on est toujours dans un régime de séparation. Voilà, Mhm. il y a la responsabilité des gestionnaires d'un côté et la responsabilité des comptables de l'autre côté. Et je crois qu'il y a des dimensions qui permettraient quand même de pouvoir bien traiter ce sujet. Lorsqu'on Mhm. parle de responsabilité, il y a au moins bon, des éléments comme les infractions, en tout cas l'infraction. Ouais. Autre élément, les sanctions à appliquer. Et comme Mhm. troisième élément aussi, les procédures. Et donc, ça permettrait de regarder aussi peut-être du développement. Bon, pour Ouais. chacun des deux acteurs, au moins, voilà, le régime de responsabilité pourra être apprécié en fonction donc voilà, de ces trois éléments. Maintenant, Mhm. dans l'exemple de la France, par exemple, c'est un régime quand même unifié de la responsabilité des gestionnaires publics. Et là-dedans, en tout cas, on met aussi bien les gestionnaires, notamment les ordonnateurs, que les comptables. Et Tout à fait. voilà, et juste pour mettre en œuvre un exemple par rapport à l'infraction, ce qu'ils vont rechercher, c'est juste en fait qu'il y ait une faute. Et ils vont apprécier certainement aussi la gravité de la faute, mais aussi surtout Mhm. l'existence d'un préjudice financier significatif. Et à partir Effectivement. de ce moment, donc, ils mettent en œuvre, en tout cas, quelque part, la responsabilité des gestionnaires publics. Bon, qu'il s'agisse de l'ordinateur ou éventuellement du comptable. Du comptable. Mhm. Et c'est ça, bon, j'avais pas les sujets en avance, sinon peut-être j'allais un peu faire quelques recherches pour approfondir. Mais c'est ça, juste voilà, une petite contribution que je vais partager. Merci. Oui, merci, Justin, d'avoir relevé effectivement qu'en France, qu'ils ont un niveau de, d'unification du régime de responsabilité et qui, quelque part également, avec ce régime-là, qui en quelque sorte est venu atténuer en quelque sorte la responsabilité des comptables que l'on considérait en France comme étant trop lourd parce qu'à la seule personne, qui pèse sur elle la responsabilité de droit commun. Donc, Monsieur Diouf l'a dit tout à l'heure, responsabilité civile, pénale, disciplinaire, et que sais-je, et du point de vue personnel, responsabilité personnelle et pécuniaire. Et on avait considéré, étant donné que tout le monde, tous les gestionnaires, vous l'avez dit, concourent à la mise en œuvre ou à l'exécution de la loi des finances, il était plus logique de mettre en place un régime unifié de la responsabilité de tous les gestionnaires. Et en France, suivant la doctrine, les gestionnaires publics et toute autorité qui concourt à la prise de décision financière, y compris donc les ordonnateurs, les comptables, mais éventuellement toute la chaîne de l'exécution, que ce soit du point de vue dans la procédure administrative au-delà des ordinateurs, les nouveaux acteurs, les responsables de programme et tout, mais également les comptables. Ouais. Donc, c'est bien de préciser par rapport à cette et c'est toujours bien dans le cadre de votre développement, ne, ne vous privez pas de faire parfois des analyses sous l'angle du droit comparé ou des finances publiques comparées. Ça donne toujours plus d'allant dans le cadre de votre développement et c'est pertinemment relevé par Justin, donc, qui justement nous renseigne qu'en France aujourd'hui, ils sont plus dans le cadre d'une unification du régime des responsabilités et qu'ici, jusque-là, on est, on est toujours dans le régime classique de responsabilité. Donc, merci pour votre contribution pertinente. Et pour les autres, s'il y a toujours des observations par rapport au plan qui a été proposé ou de tout ce qui a été dit jusque-là. Oui, Allô, M. monsieur Gata, Konaté. Oui, monsieur Konaté, oui. excusez-moi, Mhm. je reviens un peu à la charge. Je crois que Ouais, les deux allez-y. plans, quand même, Effectivement. conviennent, hein, notamment peut-être, bon, moi peut-être j'aurais un peu digressé, hein, je ne sais pas si c'est le cas ou pas,
Donc, Oui. comme on parle de la loi de finances, donc, les principaux acteurs budgétaires, donc, ce sont pour l'essentiel les ordinateurs et les printers. Et je pense également les différents niveaux de responsabilité qu'il puisse y avoir, le niveau ministériel, le niveau des institutions, le niveau des collectivités territoriales, le niveau des organismes publics, notamment agences d'établissement public et autres. On Effectivement. peut parler de ces différents niveaux de responsabilité. Et Oui. également, donc, par rapport à ça, donc, qui sont les acteurs par rapport à ces différents niveaux de responsabilité? Les acteurs, donc les différents niveaux de responsabilité, donc, et qui sont les. Si dans un grand pays, on aurait pu retrouver ça, donc, les différents niveaux de responsabilité par l'exécution de la loi de finances. La typologie donc de l'organisme tel que ce soit des organismes parapublics, des collectivités territoriales ou bien au niveau de l'État, donc au niveau ministériel et des institutions bien créées. Donc voilà un peu définir qui sont les responsables. Et dans le grand domaine, on peut parler de leur responsabilité même. Dire donc selon la responsabilité, selon le niveau qui est occupé. Donc il peut être administratif, disciplinaire, pénal ou pécuniaire. Donc, disons, expliquer par rapport à ce niveau de responsabilité, donc, disons, les sanctions encourues devant le tribunal. Maintenant, peut-être que je vais jeter un peu dans la main la question de la par rapport à l'atténuation de la responsabilité des personnes publiques, par exemple. Oui. D'être confronté à ce genre de problème, notamment sur la remise gracieuse concernant des comptables. Et que dans les textes, en tout cas actuellement en vigueur, il est question effectivement, c'est-à-dire que la remise gracieuse est prévue effectivement pour les comptables. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre aujourd'hui. En effet, au niveau de donc, concernant la Cour des comptes, donc, qui définit un peu donc, le régime de responsabilité des comptables publics, comme en matière juridictionnelle. Donc, il se trouve que le RGCP a effectivement prévu, le RGCP, c'est le règlement général sur la comptabilité publique. Donc, a effectivement prévu que les comptables puissent effectivement bénéficier donc d'une possibilité de remise gracieuse. Donc, maintenant, également dans la loi donc, organique pour les comptes, il est également prévu que les comptables publics peuvent obtenir une décharge de responsabilité pour la remise gracieuse des sommes à l'ensemble dans les conditions prévues pour l'implémentation. Maintenant, là où c'est compliqué, on dit que la remise gracieuse peut être accordée par arrêté du ministre chargé des finances. Après avis conforme de la Cour des comptes pris en chambre réunie. Tout à fait. La complexité de la question ici est que dans le décret en tout cas portant application de la Cour des comptes, la loi organique de la Cour des comptes, le décret est allé au-delà même des prérogatives attribuées par la loi. Le magistrat, le juge des comptes suisse émettre effectivement un délai. La réglementation a dit que le comptable peut obtenir une gracieuse du ministère des Finances. Donc, la vie des finances, du moins la décision du ministre des Finances est conditionnée à l'avis conforme de la Cour. Je dis bien avis conforme. Avis conforme, effectivement. Pris en chambre réunie. Voilà un peu la. Pourtant, il y a une atténuation pour le régime, en tout cas concernant les comptables publics. Pourtant, également, il y a une complexité par rapport à sa mise en œuvre. C'est la Cour qui a sanctionné le compte de pécuniaire. Maintenant, cette même Cour-là qui doit se prononcer même en chambre réunie, donner un avis conforme au ministre chargé des Finances. En d'autres termes, je l'ai appelé du ministre, quoi, entre nous. Voilà, par rapport à l'atténuation du régime de responsabilité pécuniaire des finances publiques. Voilà un premier. Il y a une atténuation, mais il y a une atténuation de l'atténuation. Oui, c'est ça. Maintenant, également, il y a un autre cas de figure que je voulais mettre dans la réflexion. C'est le cas dans la discussion donc, des dépenses publiques, par exemple, le cas de la réquisition.
où l'ordonnateur, devant certaines circonstances, peut effectivement réquisitionner le comptable public. Également, pour certaines conditions prévues par la règle, le comptable public va déférer donc, à cette réquisition. Tout à fait. À cet instant-là, on parle de substitution de responsabilité. Parfaitement. Une substitution de responsabilité ici équivaudrait au fait que, dans le cadre donc du jugement des comptes, qu'on assoive l'ordonnateur dans la procédure de jugement des comptes. C'est-à-dire que pour cette défense précise, que le comptable, que l'ordonnateur puisse être jugé comme le comptable. C'est une grande question qui se pose. Cette substitution de responsabilité-là, est-ce qu'elle équivaut au fait que le comptable ayant été réquisitionné voit sa responsabilité par celle de l'ordinateur et que dans le cadre de la procédure de jugement des comptes, est-ce que l'ordinateur suit dans la procédure comme comptable public pour cette défense précise? Le cas échéant, est-ce que cet ordonnateur-là peut être mis en débat? D'après ce qui est prévu concernant les ordinateurs, c'est qu'ils peuvent être traduits devant la chambre de discipline financière. C'est ça qui est prévu pour les gestionnaires, notamment les institutions. Maintenant, au-delà de cette possibilité d'être traduit devant la chambre de discipline financière, est-ce que l'ordinateur devrait être traduit, finalement, si dans la procédure de jugement des comptes est jugé comme un contractuel? C'est un point d'interrogation. Et en l'espèce, si tel est le cas, mettons-nous dans l'hypothèse, une hypothèse d'école parce que c'est une réflexion, d'un ordonnateur comme un ministre. Est-ce que, en l'espèce, le ministre, on peut engager sa responsabilité du point de vue pécuniaire? Si c'est un président d'institution, encore point d'interrogation. C'est juste une réflexion que je verse comme ça. C'est qu'on pourrait approfondir ça ou peut-être davantage relire donc les dispositions réglementaires par rapport à ces deux questions de responsabilité. Je vais terminer peut-être par le fait qu'également, il y a la responsabilité pénale. Dans quelle mesure on peut engager la responsabilité pénale, par exemple, d'un ordonnateur, d'un ministre, qui en principe est judiciable devant la Haute. Oui. Grande question également, au-delà de la responsabilité pécuniaire, dans le cas de question de responsabilité pénale, la responsabilité pénale peut être mise en jeu. J'en profite pour parler de l'actualité très récente avec la mise en place du parquet national financier, où le procureur quand même a des responsabilités énormissimes. On pense que la crise est enterrée et finie maintenant, mais en réalité, le parquet national financier a des pouvoirs énormissimes pour faire constituer également ce projet de loi-là, pour voir également quelles sont les dispositions qui sont prévues pour donc, par rapport à la mise en activité pénale des gestionnaires de biens publics. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce point-là. Bon, maintenant, il y a, je crois, M. Justin qui parlait des questions de délai et de la situation en plus. Il faut dire qu'en France, je crois que la Cour des comptes en France depuis de 200 ans, et qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup atténué le régime de responsabilité, beaucoup atténué. Bon, par exemple, le monsieur par rapport au DB, je crois que là-bas, c'est dans des proportions infiniment. Donc ici, quand on met un DB en compte public, c'est par rapport à l'intégralité de la vie. Donc en France, c'est par rapport à un pourcentage. Donc, ils ont même développé, je crois, des possibilités également de souscrire à des assurances qui leur permettent de pouvoir faire partie de en cas de mise en place. Donc là-bas, on parle de DB sans préjudice ou de DB sans préjudice financier. Bon, peut-être que notre réglementation n'est pas encore à ce stade. Mais il y a, je crois, en la matière une première jurisprudence qu'il y a eu avec la Cour suprême concernant un comptable public qu'on appelle l'arrêt AO. Je crois qu'il serait bon également que certains puissent utiliser que donc, les candidats IT qui s'arrêtent là, donc par rapport au délai de préjudice pour le délai avec préjudice. Donc voilà un peu ce que je peux dire. C'est la seule jurisprudence qui existe aujourd'hui concernant un comptable public. L'arrêt, la Cour des comptes a été faite. On n'est pas encore aussi riche en la matière. Comme c'est la France la référence, il serait bon également ne serait que ce premier arrêt-là qui concernant les fonctions. Voilà, grosso modo, contribution donc, par rapport à la question. Mais c'est la complexité de la mise en œuvre
c'est la responsabilité des gestionnaires, notamment les ordonnateurs, qui notamment les ordonnateurs auraient réquisitionné et pour laquelle la aurait été substituée, et des ordonnateurs également qui auraient pu avoir une responsabilité pénale, notamment les ministres d'instruction, dont la mise en œuvre des problèmes dans son pays. Voilà, merci. Donc, en tout cas, vous me remercie également aux autres qui ont eu à faire un petit problème dans son pays. Merci. Merci, Konaté, pour les pertinentes observations, éventuellement des questions qui vont dans le sens de poser la question de savoir, en cas de réquisition, comment, de façon pratique, la responsabilité de l'ordonnateur pourrait être engagée suivant la procédure du jugement des comptes, étant donné, on sait que quand on parle de jugement des comptes, c'est en principe le comptable patent. Donc, le comptable patent est toute personne qui a qualité de manier les deniers publics de façon globale. Et à défaut de cette qualité, toute autre personne intervenant dans les attributions du comptable, donc dans le maniement des fonds, serait poursuivi naturellement de comptable de fait. Ça, c'est de façon générale. Et toute personne, y compris donc les ordonnateurs, en intervenant dans les offices du comptable, il serait tenu coupable, serait déclaré coupable de comptable de fait. Et à partir de ce moment, comme le prévoit bien la réglementation, ils seront jugés et seront considérés comme étant des comptables. Mais revenant plus précisément à la question de la réquisition. D'ailleurs, dans le cadre de notre plan, nous l'avons prévu que la réquisition peut être considérée à quelques égards comme étant une cause d'atténuation de la responsabilité du comptable. Alors, tel que prévu par l'article 102 du règlement général sur la comptabilité publique, en cas de désaccord persistant, l'ordonnateur principal peut réquisitionner le comptable. Et la réquisition, nous le savons, a comme conséquence la substitution de responsabilité. Alors, cette substitution ou cette réquisition, ou disons cette substitution, elle doit être déterminée, parce qu'en réalité, c'est vrai que le comptable substitue à l'ordonnateur. Aminata Sen, pouvez-vous couper votre micro? Voilà, merci. Donc, pour la substitution, la réquisition a comme conséquence la substitution du comptable. Mais cette substitution, elle est d'ordre juridique, mais pas matériel. Juridique, parce que c'est vrai que matériellement, c'est le comptable qui va exécuter l'opération qu'il considère comme étant irrégulière, mais du point de vue juridique, cette opération ne lui serait pas imputable. Et en conséquence, toute irrégularité qui résulterait de cette opération exécutée suivant ordre de réquisition serait imputée non plus au comptable public patent, mais plutôt à l'ordonnateur. Et si, en cours de jugement des comptes, il se révèle que les irrégularités qui ont été soulevées par la juridiction à travers un arrêt de DB, le comptable public pourrait éventuellement, dans le cadre de ses réponses, amener comme argument qu'en réalité,
la dite opération qui est considérée par la juridiction comme étant irrégulière ne lui serait pas imputable en raison d'une réquisition de son ordonnateur. Nous le savons avec toutes les pièces justificatives du point de vue pratique pour ceux qui sont dans la pratique, ils savent comment ça se passe. Donc, c'est sur la base de cette réquisition que le comptable, à partir de ce moment, pour cette opération-là, peut-être c'est une opération de dépense ou une opération de recette concernant peut-être le ministère chargé des Finances. Mais à partir de ce moment, nous le savons que le comptable ne saurait être tenu pour responsable. Mais toutefois, la question demeure pertinente. Quand on se pose la question maintenant, comment du point de vue de la procédure, cet ordonnateur-là, n'étant pas un comptable, pourrait être traduit devant la juridiction financière? Il faudrait considérer à ce niveau, ce que nous avons dit tout à l'heure, l'ordonnateur par la réquisition. Si la réquisition en tant que telle est considérée par la juridiction financière, bon, nous partons toujours d'une hypothèse d'école pour défaut de cas jurisprudentiels pertinents. Donc, nous allons également, comme vous l'avez procédé, nous allons procéder par hypothèse. Donc, dans le cas d'une réquisition, au terme de laquelle il a été constaté que l'opération ne devrait pas être exécutée pour irrégularité, certes, le comptable ne serait pas tenu pour responsable, mais rappelez-vous que la responsabilité qui résulte de la gestion des comptes publics de façon globale, de la gestion des finances publiques, est une responsabilité d'ordre public. Il faut impérativement réparer, que cela soit imputable au comptable ou à tout autre acteur intervenant dans ces fonctions. Et dans le cas d'espèce, nous l'avons dit tout à l'heure, que le fait pour qu'une autre autorité ou qu'un autre acteur intervienne sans qu'il en soit habilité dans les fonctions du comptable, il serait tenu comptable de fait. Et éventuellement, dans ces cas d'espèce, on pourrait considérer, toujours suivant cette hypothèse, que l'ordonnateur sera jugé comme en qualité de comptable de fait et non pas en qualité d'ordonnateur. Nous le savons, les ordonnateurs pourraient éventuellement être poursuivis pour des faits de faute de gestion. Mais également, rien ne s'oppose à ce qu'un ordonnateur puisse être poursuivi comme comptable de fait, notamment dans les cas où il se serait immiscé de façon illégale à des fonctions de comptable public. Et je pense que dans le cas de l'ouvrage de Diokhane, c'est vrai que ce n'est pas les finances publiques de l'État. Dans l'ouvrage du professeur Diokhane, là, il a parlé du maire de Grand Dakar ayant confectionné des titres de perception sur la base de laquelle il percevait lui-même des fonds. Alors que nous savons que tout ce qui relève du maniement des fonds est de la prérogative et de la compétence exclusive du comptable. Donc ça, par hypothèse, sauf meilleur avis, certainement peut-être quelqu'un d'autre a une autre idée. Moi, si j'aurais été soumis au cas que vous nous partagez, je l'aurais traité ainsi, en jugeant l'ordonnateur non pas en sa qualité d'ordonnateur, mais en sa qualité de comptable de fait, parce que justement, il s'est immiscé et de façon irrégulière dans les fonctions du comptable public. Voilà. Maintenant, par rapport de ce que j'ai eu à percevoir, parce qu'après, il y avait des problèmes à mon niveau, je ne parvenais pas à entendre tout. J'ai pu également entendre relativement aux acteurs d'exécution. Vous avez ratissé large en y incluant, disons, tous les acteurs qui concourent à la gouvernance des finances publiques de façon globale, la gestion des finances publiques, notamment en citant les ordonnateurs,
des organismes publics, mais également des collectivités territoriales, etc. Maintenant, à ce niveau, peut-être, dès qu'on parle acteur de l'exécution de la loi des finances, on est forcément dans le cadre des finances publiques de l'État. Voilà, donc ce sont les éléments d'observation que j'ai voulu. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, effectivement, avis conforme, c'est bel et bien le cas. Vous avez raison de dire que c'est une atténuation de l'atténuation, notamment l'article 25 du décret portant application de la loi sur la Cour des comptes, qui prévoit effectivement que lorsque le comptable est mis en DB par la juridiction financière et qu'il bénéficie à la suite de cette mise en DB juridictionnelle d'une remise gracieuse ou d'une décharge de responsabilité, le ministre chargé des Finances est habilité, à lui accorder cette remise gracieuse ou une décharge de responsabilité. Mais comme le prévoit l'article 25, ce sous l'avis conforme, sur avis conforme, et quand on dit en droit avis conforme, c'est que non seulement le ministre chargé des Finances est tenu de recueillir l'avis de la juridiction, mais qu'en plus de cela, il est tenu de s'y conformer. Donc, ce qui, quelque part, répare en quelque sorte. Maintenant, je pose la question, comme vous l'avez vous-même posé, le débat. Nous savons que la technique de l'avis conforme est-elle prévue par la directive portant RGCP? Est-ce que la juridiction, quelque part, s'est pas sentie jalouse de ses prérogatives? Parce qu'on a considéré qu'il est inadmissible qu'une autorité judiciaire rende une décision et que cette décision soit remise en cause par une autorité administrative. Donc, c'est la théorie du ministre juge, le ministre chargé des Finances en quelque sorte. Nous pouvons le considérer comme celui qui est chargé d'exécuter les décisions rendues par la juridiction. Et que la juridiction financière, son rôle s'arrête au niveau du prononcé du débat. Au-delà de ça, il appartient au ministre chargé des Finances, considérant les circonstances de l'espèce, appréciées suite à une demande formulée par le comptable, soit une demande de remise gracieuse ou de décharge de responsabilité, pour éventuellement prendre une décision pouvant remettre en cause effectivement le principe, pouvant remettre en cause une décision judiciaire, ce qui est en quelque sorte une violation du principe de l'autorité de la chose décidée, de la chose jugée. Voilà. Donc, ce sont ces éléments. Maintenant, peut-être d'autres ont certainement d'autres points de vue par rapport au débat très intéressant que vous posez. Peut-être que d'autres pourraient également éventuellement amener d'autres éléments d'analyse. Voilà. Chez Diata, Oui, avec votre oui, permission, je reviens sur un petit détail, notamment donc oui, allez-y. la succession de responsabilité. Bon, c'est peut-être par habit de langage de parler de succession de responsabilité. Mais comme on est en matière de droit, les mots ont un sens. Comme vous avez dit tout à l'heure, quand on dit que donc c'est soumis à l'avis conforme, ça veut dire qu'il faut non seulement recueillir, mais il faut se conformer à l'avis. Concernant donc la réquisition, ici on dit que à l'article 102 du règlement général sur la comptabilité publique, oui, on dit que lorsque le comptable obtempère à l'ordre de payer de l'ordinateur, c'est d'être personnellement et pécuniairement responsable de la dépense en cause. Effectivement. La responsabilité est transférée à l'ordinateur. Tout à fait. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de succession de responsabilité, évidemment, pour ne pas jouer sur les mots, si on parle de transfert de responsabilité, c'est-à-dire ou pas interne. On parle de transfert de responsabilité. Maintenant, par rapport également à la mission de responsabilité là également, c'est une prérogative du juge des comptes qui doit déclarer comptable. Il faut un arrêt déjà pour déclarer une personne comptable de fait avant de procéder maintenant à la suite.
supposons le maire de Grand Dakar, il faut d'abord qu'il soit au préalable déclaré comptable d'ici, avant d'être assis dans une procédure de juridiction. Là, un peu donc, par rapport à la responsabilité, on fait le transfert de responsabilité à l'autre, mais pas de substitution de responsabilité. Je ne sais pas si ça veut dire la même chose. Merci. Merci. Les autres, mais c'est toujours pertinent. Oui, substitution, transfert, en tout état de cause. Ce qu'il y a lieu à retenir, c'est que pour les opérations réalisées sous le coup de la réquisition, on ne serait en principe engager la responsabilité du comptable, à moins que le comptable, en connaissance de cause, procède à l'exécution ou procède à la mise en œuvre de l'ordre reçu par son ordonnateur, tout en sachant ou tout en ayant connaissance en cause, notamment l'absence de justification, parce que nous savons que la réquisition, ça ne va pas dans tous les sens. Il y a des situations dans lesquelles la réquisition pourrait éventuellement être surmontée par le comptable. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'opération de la dépense ne présente pas un caractère non libératoire, effectivement, l'absence de justification de service. Mais en dehors de ces cas-là, ce qu'il y a lieu à considérer, c'est qu'en matière de réquisition, effectivement, substitution, transfert, en tout état de cause, on ne saurait tenir pour responsable un comptable agissant sous le coup de la réquisition. Voilà, c'était ça qui essentiellement à retenir. Donc, substitution, transfert, voilà. C'est bien, c'est toujours, je considérerais que c'est deux synonymes quand même, substitution, transfert, voilà. En pareille circonstance, on ne saurait, en tout état de cause, engager la responsabilité du comptable, excepté les deux cas exceptionnels dans lesquels, effectivement, le comptable pourrait surmonter la réquisition, lui étant faite. Donc, oui, les autres, si vous avez toujours des questions par rapport à... oui, monsieur l'inconnu. Oui, les autres, je pense que le débat posé par monsieur Konaté, oui. Oumar Diatta, allez-y. Oui, Oumar Diatta, vous n'avez pas levé la main. Oui, j'ai quelques soucis, je disais. Oui, allez-y. Je vous ai entendu parler de comptable, en fait, Oui. d'ordinateur et de comptable. L'ordinateur, en général, c'est qui? Oui. L'ordinateur, c'est qui? C'est le ministre ou quoi? C'est bleu. Et le comptable, est-ce qu'il y a une différence entre le comptable et le comptable fait? Merci. Voilà, donc ça, aujourd'hui, c'est Monsieur Diouf. Monsieur Diouf, aujourd'hui, vous répondez à toutes les questions. Donc, la question... Dans un micro. Oui, quelle est sa question? Oui, sa question, bon c'est essentiellement d'ordre définitionnel. L'ordinateur, c'est qui? Est-ce que le ministre, etc. Donc, en clair, vous donnez ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un ordonnateur?
la différence entre l'ordonnateur essentiellement, je voudrais en réalité que et préciser également la différence entre comptable de fait et comptable. Monsieur Diatta, est-ce que vous pouvez couper votre numéro, s'il vous plaît? Omar Diatta, coupez votre numéro. Voilà, merci. Donc, monsieur Diouf, c'est ça, la définition ordonnateur, la différence entre comptable de fait et comptable. De toute façon, Bon, la différence entre comptable de fait et comptable patent, le comptable de fait n'est pas habilité à manier les fonds de l'État. Donc, voilà, n'est pas habilité à manier les fonds, c'est-à-dire une personne qui s'immisce dans le maniement des fonds ou des valeurs de l'État, etc. Ça est considéré comme un comptable de fait. Et maintenant, celui qui est habilité à manier les fonds, c'est un comptable patent, comme on le dit, comptable patent. Effectivement. Maintenant, voilà. Et l'autre, c'est l'ordonnateur. Bon, les ordonnateurs, il y a différents types d'ordonnateurs. Il y a ce qu'on appelle des ordonnateurs qui sont principaux, secondaires, et des ordonnateurs qui sont délégués, et des ordonnateurs qui sont délégués. Et les ordonnateurs, comment on le dit, comment on va... J'ai oublié un peu le mot. Je voudrais venir sur la définition. Telle qu'elle est donnée par les... Voilà. J'ai un peu perdu les mots. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, toute autorité en qualité de prescrire au nom d'un organisme public, etc. Voilà, c'est ça. OK. Donc, toute autorité qui a la qualité de prescrire au nom de l'État pour les dépenses, etc. Voilà. C'est bien ça. Mon don mobile, là, il faut toujours écouter. Pour revenir sur les notions, oui. Donc, les autres, oui, rapidement, toujours par rapport à... Bon, il y a une précision aussi. Oui, allez-y. Pour les comptables de matière ne font pas partie des comptables publics. Bon, d'après la définition. Ça aussi, ça me pose un peu de problème. C'est le temps demandé, mais je sais que par les textes, les comptables de matière ne font pas partie des comptables. Bon, je ne sais pas pourquoi les textes ont un peu écarté les comptables de matière. Bon. Voilà. OK. Oui, les du RGCP nous donnent les différentes catégories de comptables publics. Les comptables en ligne valeur et les comptables d'or. Pourquoi les comptables matières ne s'y ont pas inclus? Bon. Comptable en ligne valeur, donc c'est tout ce qui est argent, deniers publics et tout. Comptable matière, c'est immeuble. Donc déjà, c'est pas, je pense que matériellement, c'est pas, ils ne gèrent pas, ou en tout cas, c'est pas la même comptabilité. Donc, en tout cas, nous nous en tenons par rapport à l'article 25 du RGCP, donc qui ne mentionne pas les comptables matières comme faisant partie de la catégorie des comptables publics, même si, naturellement, quand on parle de comptabilité matière, et d'ailleurs, je pense qu'actuellement, du point de vue ici, où on lit le rapport d'activité du ministère chargé des Finances en 2019, effectivement, il y a certes la comptabilité matière, mais il n'y a pas encore un organe comptable ou des acteurs comptables qui sont mis en place pour gérer exclusivement tout ce qui est de la comptabilité matière. Donc, ça fait partie de, disons, des perspectives du ministère chargé des Finances qui suppose éventuellement la mise en place d'un ordre comptable qui serait chargé exclusivement
de la comptabilité matière. Voilà, et à relever également que la comptabilité matière, c'est les 2 dernières directives de l'UEMOA portant sur, bon, il y a la directive de 2011 sur les régimes financiers et effectivement la dernière directive portant sur la comptabilité matière. Mais à ce niveau, jusque-là, du point de vue pratique, en tout cas, conformément au rapport d'activité que j'ai lu en 2019, jusqu'en 2019, ce n'était pas encore mis en œuvre. Voilà. Alors, donc, toujours par rapport à la question que moi j'avais posée, c'était toujours dans la continuité de la réflexion de M. Konaté. C'est vrai qu'au niveau de la Cour des comptes, il est prévu, j'ai parlé tout à l'heure de l'article 25 qui prévoit, donc c'est le décret portant application de la loi sur la Cour des comptes, la loi 2012-23 du 27 décembre 2012. Donc, cet article-là dispose qu'en réalité, lorsque le ministre chargé des Finances est dans les dispositions d'accorder une remise gracieuse et une décharge de responsabilité, il doit tout simplement se conformer à l'avis conforme de la Cour des comptes. Tout à l'heure, j'avais posé la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de ce décret-là par rapport au décret RGCP. Parce que le décret RGCP, pour les mécanismes de remise gracieuse et de décharge de responsabilité, c'est prévu au niveau de l'article 83. Donc, l'article 83 parle des remises totales ou partielles peuvent être accordées à titre gracieux, mais il n'est pas indiqué ici, effectivement, que le ministre chargé des Finances ou le comptable en question, que le ministre doit forcément recueillir l'avis conforme. Et nous le savons, en raison du caractère supranational des dispositions de des directives de façon globale, elles ont une force supérieure par rapport aux normes nationales. D'ailleurs, il est bien prévu dans le traité de l'UEMOA que les dispositions nationales et même antérieures ou postérieures. Donc, le débat est tout posé. Quelque part, il y a une conformité, il y a une inconformité, ou il y a une absence de conformité entre les décrets, le décret portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret portant mise en œuvre de la loi sur la Cour des comptes. Et naturellement, le premier devrait, si on applique les principes du droit communautaire, devrait l'emporter sur le droit national. Donc, c'est une question que l'on pourrait éventuellement poursuivre la réflexion. Donc, pour la décharge de responsabilité, c'est article 40 RGCP. Là-bas également, il n'est pas prévu d'avis conforme. Pas d'autres questions? Nous pouvons... Non, M. Diatta? Oui, Konaté, oui. C'est juste pour terminer sur cette question précise, hein. C'est qu'en réalité, le décret donc, relativement donc, portant application de la loi sur la finance est hein. Bon, sauf que maintenant, dans ce pays-là également, vous nous avez bien, tu vas s'attaquer à ça. Mais le décret est attaquable. Parce que en fait, le décret est allé au-delà de ce que la loi a prévu. Je ne parle même pas du RGCP, du directive communautaire et du RGCP, donc au Sénégal. Mais l'un dans l'autre, le décret est allé au-delà des prérogatives conférées à la Cour des comptes. À la Cour des comptes, effectivement. Le décret, mais bon, c'est qui pour le faire? C'est M. Diatta? C'est ça. Donc, c'est ça la question. Hein? Le RGCP a bien prévu de limite gracieuse. Hein? A prévu cette possibilité. Mais la Cour est allée au-delà. Le décret est mis en application, donc, l'application de la loi sur la Cour des comptes. C'est allé au-delà des prérogatives. Des prérogatives, effectivement. La loi. Ouais.
C'est clair, hein? Il n'y a pas de débat. Ouais. Le problème, c'est qui pour ce problème? Qui Tout ça, on doit, dit que c'est un cours de surprise. Non seulement qui par doit, la Cour des comptes, pour réunir. qui doit l'attaquer, quoi? Bon, comme nous, on est candidats au concours, c'est pas nous qui avons posé ce problème. On est mal placé pour en parler. Ouais, ouais. Voilà ce que je veux dire sur la question. En tout cas, c'est une remarquable observation, parce que là, ça décide vraiment, et peut-être même que la doctrine certainement sénégalaise financière devrait se saisir de la question et attirer l'attention de, peut-être pour ceux-là qui ont acheté les textes, je pense qu'il y a le professeur Abdelaziz Kébé, ils ont peut-être fait un petit commentaire sur le décret, sur cet article 25, peut-être bien. Pour ce ouvrage, quoi, qui vient fraîchement d'être publié. Alors. Pour votre information, la cérémonie de dédicace est prévue le samedi. Hein? Oui. Oui, Konaté. La cérémonie de dédicace de l'ouvrage est prévue le samedi à la fin. Ok, le samedi. Parfait. Donc, il faut inviter les... Ok. Est-ce que vous avez l'ouvrage? Monsieur Konaté, vous avez l'ouvrage? Il n'est pas encore sorti, justement. Je ne l'ai pas. Ah, ok, il n'est pas encore. La cérémonie est prévue pour le partir de 9h. Oui, parce que j'en ai vu des gens qui l'ont déjà, bon, quelques-uns qui l'ont déjà. Il serait bien de voir la nature des commentaires qui sont produits. Ça serait vraiment intéressant. Alors, pour notre cas, nous avons essayé de traiter le sujet. Et M. Diouf, bon, nous avons fait comme vous. Nous avons en première partie parlé des différentes catégories, des différents régimes de responsabilité, en parlant d'une part de la responsabilité des ordonnateurs en grand A et en grand B en parlant de la responsabilité des comptables publics. En deuxième partie, comme vous l'avez fait, nous avons parlé des atténuations de la responsabilité des acteurs de l'exécution de la loi de finances. Et ici également, nous avons apprécié pour chaque acteur les atténuations de ce régime de responsabilité. Donc, pour le grand A, nous avons dit les cas d'irresponsabilité des ordonnateurs principaux. Et au niveau du B, nous avons parlé des causes d'exonération de la responsabilité des comptables publics. Bon, en grand A, quand nous avons parlé de la responsabilité des ordonnateurs, et comme l'a bien clarifié tout à l'heure Ardiouf, nous n'avons pas voulu juste dire la responsabilité des ordonnateurs principaux. Car comme nous le savons, mais au préalable, peut-être s'entendre sur la notion de responsabilité. Donc, la responsabilité en droit s'analyse comme la mise à la charge d'un sujet de droit, d'une obligation de réparer les conséquences d'un dommage dont il a à répondre. Donc, une obligation de réparer d'un dommage dont il a à répondre. Il est vrai que d'autres pourraient comprendre la responsabilité en termes de fonction, mais dans le cadre de ce sujet, la responsabilité devrait être analysée sous l'angle de la redevabilité. Donc, c'est une obligation qui pèse, en violation de laquelle l'auteur est tenu d'en répondre. Nous avons également jugé nécessaire
dans le cadre de ce sujet, de définir les acteurs de l'exécution de la loi de finances. Cette précision n'est pas superflue parce qu'en réalité, avec la nouvelle gestion budgétaire, la notion d'acteur de l'exécution de la loi de finances est en quelque sorte étendue. Donc, au-delà des acteurs classiques que nous connaissons, les ordonnateurs, les comptables, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les nouveaux acteurs, même si dans le décret portant, décret relatif à la gestion budgétaire de l'État, on parle de notion de gestionnaire, notamment le chapitre 3, qui parle de gestionnaire. Et en parlant de gestionnaire, il cite entre autres les acteurs classiques que nous connaissons, naturellement du point de vue, parce que le décret relatif à la gestion budgétaire, c'est la partie administrative. Donc, on ne va pas citer dans ce cadre-là les comptables. Mais considérons que du point de vue de la phase administrative aujourd'hui, au-delà des ordonnateurs, nous avons au-delà des ordinateurs, nous avons les responsables de programme, les responsables opérationnels de programme, les coordinateurs de programme. Tous ces acteurs-là sont considérés comme étant des acteurs nouveaux. Et c'est d'ailleurs à raison de ces nouveaux acteurs que nous avons jugé nécessaire de donner un sujet relatif aux gestionnaires pour justement intégrer les nouveaux acteurs. Et dans le cadre du deuxième sujet, nous aurons à percevoir de la pertinence du thème relatif à la responsabilité des gestionnaires, parce que ces derniers-là, effectivement, à raison de cette nouvelle gestion budgétaire caractérisée par la quête de la performance, ont une responsabilité spécifique. Donc, c'est pourquoi nous avons donné le deuxième sujet. Mais retenons que dans le cadre de nos présentations, il ne sera question que des ordonnateurs et des comptables. Donc, pour revenir à notre au niveau du grand 1, nous avons dit grand A, responsabilité des ordonnateurs. Donc, nous n'avons pas indiqué déjà au niveau du grand A, ordonnateurs principaux délégués ou secondaires. Nous avons juste pris un terme plus englobant pour parler de la responsabilité des ordonnateurs. Et à ce titre, nous avons dit que nous distinguons deux catégories. Si on devrait le présenter comme l'a fait Johanné, parler d'abord de la responsabilité des ordonnateurs principaux, premièrement, et deuxièmement, parler de la responsabilité des autres ordonnateurs. Alors, relativement à la responsabilité des ordonnateurs principaux, et c'est l'occasion de répondre à la question de Diatta, que M. Diouf a bien répondu, à laquelle M. Diouf a répondu. Des ordonnateurs principaux, ce sont les ministres et les présidents des institutions constitutionnelles. À préciser que même si dans ces précisions que nous faisons, il ne serait pas nécessaire de les faire dans le cadre du devoir parce que cela rendra votre copie, ça sera trop de développement, mais juste à titre d'information, les ordonnateurs principaux, aujourd'hui ce sont les présidents et les ministres, à relever qu'auparavant, qu'au sein de l'État, il y avait un seul ordonnateur unique, c'est le ministre chargé des Finances. Mais avec la réforme, effectivement, tous les ministres, excepté le ministre chargé des Finances, ils avaient certes la qualité d'administrateur de crédit, mais aujourd'hui, avec la réforme, avec le principe de la déconcentration de l'ordonnancement, ils sont tous devenus des ordonnateurs principaux. Donc, les ordonnateurs principaux, essentiellement, c'est les présidents des assemblées délibératives ou les présidents des institutions constitutionnelles
et les membres du gouvernement. Donc, l'ordonnateur est celui-là qui a qualité de prescrire au nom de l'État l'exécution des recettes ou des dépenses. Donc, l'exécution des recettes, c'est réservé uniquement au ministre chargé des Finances qui, malgré la déconcentration de l'ordonnancement, continue d'être l'ordonnateur unique en matière de recettes. Maintenant, relativement à leurs responsabilités, il y a lieu de relever que les ordonnateurs principaux étant des membres du gouvernement, par exemple, ils ont une responsabilité politique. Les responsabilités politiques, nous n'allons pas revenir sur ça, parce que Diouf l'a si bien expliqué en parlant de le gouvernement, responsabilité politique devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale, conformément à l'article 53 de la Constitution. Donc, nous savons que individuellement, les ministres sont nommés par le président de la République et qui met fin à leurs fonctions. Mais devant l'Assemblée nationale, cette responsabilité peut être mise en jeu tout au long du processus budgétaire. Donc, quand on parle du processus budgétaire, c'est toute catégorie de loi de finances. À l'occasion de l'examen de toute catégorie de loi de finances, le gouvernement pourrait voir sa responsabilité engagée, soit de son initiative ou de l'initiative de l'Assemblée nationale. De son initiative, c'est ce que l'on appelle la question de confiance. Généralement, cela, d'un point de vue hypothétique, pourrait être possible ou envisageable dans le cadre de l'examen d'une loi de finances initiale, question de confiance. La question de confiance est d'origine gouvernementale. En cours de gestion, effectivement, les ministres peuvent également voir leurs responsabilités engagées devant des commissions d'enquête parlementaires. Et naturellement, comme je l'avais expliqué la dernière fois, les commissions d'enquête parlementaires n'ont pas forcément pour fonction d'enquêter sur des questions de gouvernance. C'est tout ce qui concerne la gouvernance de façon générale. Et la gouvernance financière, éventuellement, pourrait conduire à la mise en place d'une commission d'enquête et, conséquemment, l'audition de ministres impliqués dans des affaires de gestion financière. Toujours en parlant de processus budgétaire, le dépôt d'une motion de censure est également envisageable dans le cadre de l'examen d'un projet de loi de règlement. Maintenant, en dehors de cette responsabilité politique des ordonnateurs principaux, il y a ce qu'on appelle la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, comme nous le savons, elle est prévue par la directive relative à la loi de finances qui indique en son article 76 qu'il appartient à chaque État de définir les conditions dans lesquelles les ordonnateurs principaux pourraient voir leur engagement. Et à ce titre, la Constitution sénégalaise, en son article 101, prévoit le régime de responsabilité pénale. Pénale pour le président de la République en cas de haute trahison et pour les membres du gouvernement. Et à préciser qu'à ce titre, les membres du gouvernement et le président de la République ont un privilège de juridiction, ce qui quelque part peut-être expliquerait la difficile mise en œuvre de la responsabilité des ordonnateurs principaux dont faisait référence tout à l'heure M. Diouf. Nous allons y revenir au niveau de la deuxième. Pour parler de la responsabilité des autres ordonnateurs, donc considérez ici les ordonnateurs délégués,
les ordonnateurs secondaires. Les ordonnateurs délégués, directeurs du budget, directeurs de la solde, étant des agents de l'État, naturellement, ils ont ce que l'on pourrait qualifier un régime de droit commun, de responsabilité de droit commun. Responsabilité civile, pénale, disciplinaire, etc. De même que les ordonnateurs secondaires, effectivement, ils sont soumis à cette responsabilité de droit commun. Responsabilité disciplinaire. Nous savons que chaque fonctionnaire a des droits, mais éventuellement des obligations, à la violation desquelles il pourrait voir sa responsabilité engagée, voulant aller du simple blâme à la radiation définitive. Responsabilité civile, de par son comportement, il pourrait, par exemple, un agent de l'État pour la responsabilité civile, de par sa faute, il pourrait, par exemple, obliger l'État à indemniser une personne. C'est le cas de la responsabilité administrative de façon globale, qui, nous le savons, comme le prévoit l'article 145 du Code des obligations de l'administration. Dans certaines situations, si l'administration n'engage sa responsabilité pour faute, mais qu'en réalité, il s'est révélé que cette faute-là est imputable à l'agent en question, l'administration pourrait éventuellement faire une action récursoire, etc. Donc, responsabilité civile. Donc, on engage la responsabilité de l'administration en raison du comportement fautif de son agent. Responsabilité pénale, c'est tout à fait toute responsabilité qui serait envisagée dans le cadre d'une infraction pénale commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle généralement le régime général de responsabilité qui est spécifique donc aux ordonnateurs distincts des ordonnateurs principaux. Et au niveau de la deuxième partie, toujours, non pas au niveau de la deuxième partie, maintenant nous avions parlé de la responsabilité de tous les ordonnateurs, mais étant donné que la loi des finances, la LOLF, nous dit clairement que l'exécution des opérations budgétaires incombe à deux acteurs, donc l'ordonnateur et le comptable. Ainsi, nous allons parler de la responsabilité des comptables. Alors, le comptable, il est défini par l'article 24 comme étant tout agent public régulièrement habilité pour effectuer pour le compte de l'État ou de notre organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de conservation, etc. Mais comprenez ici que la responsabilité des comptables, de façon globale, des comptables publics, il y a les comptables patents, donc il y a une responsabilité de droit, et les comptables de fait, une responsabilité de fait. Voilà. Donc, toute personne qui n'a pas la qualité de comptable, et nous savons que pour avoir la qualité de comptable, il faudrait qu'on te nomme à ce poste, suivant les formalités prescrites, la caution et tout. Donc, toute personne qui ne serait pas nommée comptable et qui s'immisce dans ses attributions, dans ses fonctions, pourrait être déclaré comptable de fait. Mais là, relativement au comptable public, parce que c'est celui-là qui a la responsabilité principale de l'exécution des opérations de recettes et des dépenses, il est prévu à l'article 37 du décret portant RGCP deux types de responsabilités ou deux cas d'ouverture de responsabilité. Un cas, des cas dans lesquels il est dit que ce sont des cas objectifs et des cas subjectifs. Les cas objectifs renvoient, toujours selon l'article 37, à trois situations dans lesquelles il résulte. Pourquoi c'est objectif? Parce que cela résulte, cette responsabilité résulte d'une irrégularité qui serait constatée, qui serait soulevée dans le cadre d'un compte de gestion. Donc, à la fin de la gestion ou à la fin de l'exercice, le comptable est tenu de rendre des comptes
à la Cour des comptes en déposant des comptes de gestion. Lors de l'examen de ces comptes de gestion, il peut résulter un certain nombre de constats. Lesquels constats pourraient éventuellement ouvrir la responsabilité du comptable. Et l'article 37 en prévoit 3. Donc, les responsabilités découlant de la tenue du compte de gestion. Il y en a 3. Ici, la responsabilité est dite objective parce qu'on ne tient pas en considération la situation personnelle. Raison pour laquelle on dit que la Cour des comptes ne juge pas les comptables, mais juge les comptes des comptables. Maintenant, si l'examen du compte révèle les 3 situations-là, c'est-à-dire déficit de caisse, non-recouvrement d'une recette et paiement d'une dépense irrégulière. Ces 3 situations, dans le cadre d'un compte, pourraient conduire à l'engagement de la responsabilité du comptable. Donc, je vous préserve des développements sur c'est quoi le non-recouvrement d'une recette, l'existence d'un déficit de caisse, le paiement d'une dépense régulière, etc. Maintenant, bon, le débat de la doctrine qui consiste à dire certaines irrégularités ont des préjudices financiers et d'autres irrégularités n'ont pas de préjudice financier. Donc ça, c'est le débat de doctrine. Parce que l'on a considéré, étant donné, dès qu'il y a des irrégularités qui sont relevées au niveau du compte de gestion, en principe, on engage la responsabilité. Mais il est quelque part injuste que des irrégularités qui n'ont pas des conséquences financières sur la base desquelles on engage la responsabilité du comptable. À partir de ce moment, l'État pourrait, en quelque sorte, en théorie, être considéré comme enrichissement illicite ou enrichissement sans cause, pas illicite, donc enrichissement sans cause. Parce qu'en principe, la responsabilité qui découle soit du non-recouvrement d'une recette, paiement d'une dépense irrégulière ou déficit de caisse, là, on suppose qu'il y a un préjudice financier. Mais le débat s'est posé des cas où il n'y a pas de préjudice financier, mais malgré cela, la responsabilité du comptable est engagée. C'est pourquoi, au niveau de la doctrine, on a considéré que la responsabilité du comptable est trop lourde. Admettons, par exemple, nous savons que il y a, prenons le cas d'une hypothèse dans laquelle est prévue la construction d'une autoroute qui en réalité l'autoroute, dans les faits, a bel et bien été construite et tout, mais du point de vue des pièces justificatives, que des irrégularités soient commises par le comptable. Et sur la base de ça, on engage sa responsabilité, déclarée en débet et qu'il est tenu de réparer, alors qu'en réalité, il n'y a pas un préjudice financier relativement à l'État. Donc, pour résumer, voici les 3 cas: non-recouvrement d'une recette, paiement d'une dépense régulière et déficit de caisse. Ce sont les 3 situations de cas d'ouverture de responsabilité du comptable. Toujours objectif parce que c'est le compte. Ce n'est pas la personne du comptable. Bon, comme nous l'avons dit, il est vrai qu'en principe, la juridiction juge les comptes des comptables, mais cela ne veut pas dire que le comportement du comptable en tant que tel ne peut pas induire ou ne peut pas conduire à la mise en jeu de sa responsabilité. Raison pour laquelle il y a des cas subjectifs. Subjectifs parce que par sa faute, par exemple, le comptable, par la faute du comptable, l'État a indemnisé un contribuable. Par exemple, le fait de recouvrer des recettes non régulières, donc une recette par exemple qui n'a pas été autorisée par la loi des finances, est considéré comme un cas d'ouverture subjectif de responsabilité du comptable. Ou le fait par exemple de ne pas procéder au paiement d'une dépense régulièrement renoncée.
Le deuxième cas subjectif d'engagement de la responsabilité du comptable, c'est en raison de ces négligences. Nous savons que le comptable, par rapport à certains agents administratifs, notamment les régisseurs, pourrait assumer certaines responsabilités. Et à ce titre, étant donné que les régisseurs sont soumis à son ordre, parce que rappelez-vous, que ce soit les régies d'avance ou les régies de recettes, ce sont des opérations exécutées par des agents de l'ordre administratif, mais pour le compte d'un comptable. Et il appartient à ce dernier, le comptable, de vérifier ou d'avoir un droit de regard sur les opérations exécutées par les régisseurs. Maintenant, s'il résulte de ce contrôle une certaine négligence du comptable, il pourrait éventuellement voir sa responsabilité engagée. Donc, ainsi, nous avons fait le panorama de toutes les situations éventuellement qui pourraient tenir responsables les acteurs de l'exécution. Bon, sans oublier, de façon globale, que ce soit surtout pour les ordonnateurs, parce que j'ai oublié la responsabilité financière. Donc, parce que nous avions parlé de la responsabilité politique pour les ordonnateurs principaux, pénale, mais nous n'avons pas parlé de la responsabilité financière, parce que malheureusement, la responsabilité financière pour les ordonnateurs principaux, ça ne les concerne pas, parce que l'article 76 les exclut. Mais pour les autres ordonnateurs, effectivement, ils pourraient éventuellement être poursuivis pour des fautes de gestion visées à l'article 57 de la loi sur la Cour des comptes. Pour les cas d'atténuation, nous avons voulu mettre l'accent spécifiquement sur les ordonnateurs principaux. Les ordonnateurs principaux, nous le savons, ils ont qualité de haute autorité administrative. Et le président de la République, qui représente les ordonnateurs principaux, nous avons parlé de la responsabilité politique des ministres, des membres du gouvernement. Mais on n'a pas prévu une responsabilité politique du chef de l'État. En tout cas, dans notre ordonnance juridique, nous constatons qu'il y a une irresponsabilité politique du chef de l'État. Alors, on parle de responsabilité politique lorsque le chef de l'État est susceptible de destitution. Mais dans l'ordonnancement constitutionnel sénégalais, cela n'est pas envisageable. Et sous l'angle du droit comparé, nous avons dit par exemple qu'en France, la responsabilité politique du chef de l'État fait désormais l'objet d'une procédure de destitution en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Maintenant, pour le cas de l'Afrique, en nous basant sur l'article de Boubacar Ba parlant de la destitution des chefs d'État fortune et infortune d'une pratique aléatoire, il a été relevé que généralement, le chef d'État, donc le président de la République en Afrique, bénéficie généralement d'une faveur de la Constitution, en consacrant ainsi, comme le dit Salif Yanaba, un régime d'irresponsabilité, un régime de droit commun d'irresponsabilité des membres du gouvernement et du président en première ligne. Et à ce titre, peut-être, du point de vue du droit comparé, il serait intéressant de voir ailleurs, par exemple en Égypte, où l'article 161 de la Constitution égyptienne permet l'engagement de la responsabilité politique du chef de l'État. Et nous l'avons vu également dans le cadre avec l'affaire Jacob Zuma, etc. Donc ça, c'est véritablement montrer qu'au Sénégal, qu'il y a une difficulté de mise en œuvre de la responsabilité et surtout celle du chef de l'État. Toujours concernant les ordonnateurs principaux, au-delà de l'irresponsabilité politique du président de la République, nous avons ce qu'on pourrait qualifier de l'injusticiabilité des ordonnateurs principaux en matière de faute de gestion. Et l'article 76 de la directive relative aux lois de finances exclut les membres du gouvernement et les présidents des institutions constitutionnelles. Et enfin,
nous avions terminé en B pour parler des causes d'exonération des comptables. Et pour ici, nous avons d'abord parlé des cas de substitution, du cas de substitution de responsabilité, en parlant de la réquisition que nous avons tout à l'heure expliqué. Et en deuxième partie, ou en deuxième sous-partie, nous avions parlé des deux cas d'exonération de responsabilité du comptable. Il en est ainsi de la remise gracieuse et de la décharge de responsabilité. Alors, tout à l'heure, je demandais à Diouf de préciser le contenu de ces deux notions. La décharge de responsabilité, c'est un mécanisme juridique permettant à une personne, à une entité, de se libérer partiellement ou totalement de sa responsabilité en cas de dommages posés. Ici, en réalité, le comptable, en quelque sorte, n'est pas fautif. Il n'est pas fautif. Et il s'exonère de sa responsabilité parce qu'il considère qu'il y a peut-être une force majeure qui a conduit, par exemple, au préjudice financier. L'exemple que l'on pourrait donner, c'est le cas d'un vol, d'incendie ou d'attaque à main armée de son poste comptable. À partir de ce moment, dans la demande de décharge de responsabilité adressée au ministre chargé des Finances, il peut éventuellement évoquer ces cas de force majeure. Contrairement à la décharge de responsabilité, la remise gracieuse, quant à elle, elle se fonde sur la situation du comptable, personnellement. Ça pourrait peut-être, par exemple, que le préjudice financier est ainsi énorme que peut-être l'indigence du comptable ne serait pas de nature à pouvoir rembourser. Parce que le devoir, c'est l'obligation faite au comptable de rembourser. Donc, ça peut également porter sur peut-être son état maladif qui expliquerait. Donc, c'est une sorte de clémence que le comptable demande dans le cas d'espèce. Donc, dans la remise gracieuse, la faute est bel et bien admise par le comptable, mais pour des considérations personnelles, il demande en quelque sorte clémence. Et rappelez-vous, comme nous l'avons dit, que ce soit la remise gracieuse ou la décharge de responsabilité, il appartient au ministre chargé des Finances d'apprécier, mais toujours avec l'avis conforme de la Cour des comptes, lequel avis pose quand même débat. Donc, voici les quelques idées que nous avions eues à développer dans le cadre de ce sujet. Donc, je vous remercie. S'il y a des observations, des questions, je suis à vos dispositions. Merci. Monsieur Diatta, est-ce que vous avez parlé des cas d'irresponsabilité des ordinateurs principaux? Oui, bien sûr. Ok, je n'ai pas bien saisi à ce niveau. Oh, oui. Oui, quelqu'un d'autre peut-être qui a suivi? Rapidement. Oh, rapidement, M. Colli, c'est juste à travers. Ah, d'accord. Oui, Konaté, allez-y. Bon, Oui, allez-y. pour les ordinateurs principaux, je crois que c'est d'abord au regard de leurs statuts, qui sont considérés comme des autorités administratives. Donc, de ce point de vue-là, on parle du cas de l'irresponsabilité politique du chef de l'État. Donc, il n'est pas susceptible de discussion, comme c'est aujourd'hui en droit comparé à l'Afrique. Donc, le chef de l'État ici n'est pas susceptible de discussion. Ça, c'est le premier cas. L'autre cas de figure, c'est l'injusticiabilité des ordonnateurs principaux, qui découle, je crois, de l'article 57 de la Constitution, comme vous l'avez bien dit. Il y a maintenant les autres cas de situation concernant les comptes publics, donc, notamment la pièce, une mesure donc, au regard d'un certain nombre de considérations qui relèvent du ministre des Finances, du ministère des Finances. Effectivement. Est encadrée et soumise à l'avis conforme du directeur. C'est un qui pose débat. Il y a également la décharge de responsabilité, donc, qui est une autre forme d'atténuation à côté donc de la remise gracieuse.
peut arriver, par exemple, dans une situation où peut-être on ne peut pas directement engager la responsable du comptable, notamment en cas de vol, d'incendie, en cas d'infection. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver et que dans ce suivi-là, on ne peut pas avoir effectivement de responsabilité au regard des considérations d'une question-là. Bon, c'est surtout Voilà. pour la décharge de responsabilité. Les cas de force majeure se posent souvent. Voilà. Voilà, c'est le terme, cas de force majeure, c'est ça. Donc, Oli, c'était ça. C'était ça. De toute façon, vous aurez. Oui, c'était ça, tout à fait. Par rapport au cas d'irresponsabilité des ordinateurs, là-bas aussi, je m'attendais à ce que vous parlez par rapport à la Cour des comptes. Parce qu'il y a là où on dit que les ordinateurs principaux ont une immunité par rapport à la Cour des comptes. C'est-à-dire que la Cour des comptes ne peut pas en réalité contrôler des ordinateurs principaux aussi. Oui, bon, on l'a dit d'une autre façon, quand on parle d'injusticiabilité, c'est justement l'exclusion des membres du gouvernement des faits de faute de gestion. C'est ça. Effectivement, la compétence personnelle de la juridiction financière ne s'étend pas aux ordinateurs principaux. Et d'ailleurs, je pense que tout à l'heure, Konaté ou quelqu'un d'autre a eu à souligner, et d'ailleurs, dans le cadre du document, nous l'avons dit également, que le fait que les membres du gouvernement et les présidents des institutions constitutionnelles soient exclus de la faute de gestion, quelque part, ça anime le débat aujourd'hui, notamment le rapport de la COVID-19 sur la base duquel certainement des gestionnaires seront entendus, jugés, peut-être condamnés, sans pour autant que les autorités les plus haut placées soient directement concernées ou inquiétées parce que justement, on ne peut pas les poursuivre. Il y a une sorte d'irresponsabilité financière. Voilà. D'ailleurs, c'est l'une des limites relatives à les limites objectives ou les limites institutionnelles de la juridiction financière qui n'a pas la possibilité d'étendre sa compétence, alors qu'on dit que la Cour des comptes, c'est l'Institut supérieur de contrôle des finances publiques. Voilà. Donc, pour le deuxième sujet, nous allons certainement nous en arrêter là ce soir et nous revoir la prochaine fois avec l'autre sujet portant sur la responsabilité des gestionnaires. Oui. On a parlé de l'injustabilité donc de ces autorités-là, donc des ordinateurs principaux. Mais une question se pose que, étant donné que c'est des ordinateurs, s'ils étaient amenés à réquisitionner un contrat, oui, et que ce dernier, donc au regard des conditions réunies, donc défère à la réquisition, et que dans le cadre de la procédure de jugement des comptes, le soit amené à déclarer, par exemple, l'ordinateur comptable de fait. C'est une hypothèse d'école, hein? Oui, bien sûr, je comprends. Je comprends déjà là où engager la responsabilité, par exemple, d'un ministre en tant que comptable de fait. Enfin, comptable ayant été jugé, autorité ayant été jugée comptable de fait. Et déclarer qu'il peut comptable. Oui, dans ce cadre-là, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'en réalité, on ne peut toujours pas, malgré cette réquisition, malgré le fait que dans ce cas d'espèce, c'est l'ordinateur principal qui a lui-même donné réquisition au comptable de s'exécuter, on ne peut pas engager la responsabilité de l'ordinateur principal. Alors, de la juridiction financière sénégalaise, dans le dit arrêt, je vais vous donner constater qu'un ministre, B.T. Diop, ministre du Sport, qui avait dans le compte spécial du Trésor, avait ouvert un compte bancaire pour y percevoir ou pour y verser irrégulièrement des recettes
issus de la vente de billets. Donc, l'affaire, c'est le 22 août 1985. À ce moment, on parlait de chambre de discipline budgétaire. Et la Chambre avait bel et bien relevé, avait constaté que dans le cas d'espèce, le ministre du Sport s'est immiscé dans les fonctions de comptable parce que le fait d'ouverture des comptes et tout, cela relève exclusivement du comptable. On a pu constater qu'il n'avait pas tiré les conséquences de droit de cette immixtion du ministre du Sport d'antan. Donc, pour dire quoi, en réalité, on pourrait certes soulever l'irrégularité, mais du point de vue du droit, étant donné que la juridiction financière a une compétence d'attribution, elle ne peut pas étendre sa compétence sur les autorités revêtues de la qualité d'ordonnateur principal. Donc, c'est un cas illustratif qui permet éventuellement de répondre à la question de savoir, c'est qu'en tout état de cause, de façon absolue, les ordonnateurs principaux ne peuvent être traduits devant la juridiction financière. Puis, d'autres questions? Sinon, on se dit à la prochaine. Donc voilà, merci à tout un chacun et on se dit à la prochaine et bonne soirée. Merci et bonne soirée. Merci.